Michel Michaud Moussala, qui nous regarde depuis Douala, dont l'épouse Valérie Hortense Moussala a 1 an de plus aujourd'hui. Je profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à Madame Moussala. Valérie Hortense, joyeux anniversaire. Elle a accompagné depuis plus de 40 ans Michel Michaud Moussala dans ses différentes batailles. Prenez une coupe de champagne en guise de souhait de joyeux anniversaire venant justement de libre expression. Affaire de l'assassinat de Martinez Zogo, 3 ans et demi, ce mois de juillet 2026. On s'en souvient, c'est en janvier 2023 qu'il a été lâchement assassiné. Ceux qui étaient dans les tribunaux ont vu la vidéo de cette mise à mort atroce. 3 ans et demi plus tard, le deuil n'a toujours pas été fait par cette famille, de plus en plus divisée sur la question entre une partie qui voudrait déjà faire le deuil et une autre qui attend que les résultats des enquêtes et la sentence finale soient connus devant les tribunaux. Comment on vit ces 3 ans et demi pendant qu'on entend 1001 choses, des thèses et des antithèses autour d'un assassinat? Polycarpe, comment est-ce que cette famille que vous voyez tous les jours au tribunal vit ces 3 années et demie sans qu'elle ne puisse faire le deuil? D'abord, je voudrais rendre un hommage à notre justice. La justice du tribunal militaire, cette justice-là qui est méprisée par une certaine presse venimeuse, des médias venimeux. Et comme je l'ai donc dit, chaque fois que nous nous retrouvons lors de cette session d'audience spéciale criminelle de l'affaire Martinez Zogo, je lis de la tristesse. Je lis des douleurs, je vois de la peine, je vois des peines, mais de l'autre côté, je ne vois pas de concrétion. 3 ans et demi après la dépouille de Martinez, toujours à la mort, c'est vrai. Il faut dire que le processus judiciaire du tribunal militaire de Yaoundé tient aussi des crochets par beaucoup de paramètres. Parce qu'à l'heure du moment, on ne peut pas, le tribunal militaire, il est certes vrai que les avocats de la partie civile avaient déjà eu à soumettre une demande de levée des scellés afin que les obsèques de Martinez Zogo se tiennent dans son Ebeda natal. Malheureusement, bon, je ne dirais pas malheureusement ou heureusement, mais après la réflexion du ministère public sur la question, la réquisition avait donné lieu au fait qu'il faut poursuivre le procès jusqu'au jour de son délibéré. Parce qu'entre-temps aussi, il faut dire, connaissant les avocats de la défense, ils sont prêts à tout, ils peuvent, si on enterre Martinez demain, ils peuvent revenir, même si le médecin légiste est déjà passé, ils peuvent repartir et dire, non, on va aussi faire une contre-expertise. Et là, ça va entrer dans ce qu'on appelle généralement des lanceurs judiciaires, et pour rien, alors que le médecin légiste avait déjà, s'était déjà prononcé. Au-delà de tout ça, il faut dire que le procès en lui-même, on espérait voir des personnes pour lesquelles nous croyons. D'abord en tant que personne, mais aussi en tant que leader dans la société, notamment dans le domaine de la presse, raconter l'histoire, afin que le peuple camerounais soit édifié, afin que le peuple camerounais sache exactement ce qui se passe. Ce qui fait donc que moi, à mon niveau, je m'étais donné pour mission d'être le greffier du peuple. Le greffier du peuple, c'est-à-dire faire généralement ce qu'on appelle les instantanéités. C'est-à-dire question-réponse, bonjour, bonsoir. À partir de là, le grand frère Elimbi Lobe peut se réjouir d'avoir été au tribunal sans avoir été. D'autres ont choisi d'autres options dans le journalisme. Petit reportage de 2 minutes, quelques brefs, des breaking news. Malheureusement, la majorité, et M. Elimbi parlait du pourrissement de notre société tout à l'heure, la majorité de ceux qui sont acquis à un accusé même ou à certains accusés ont choisi l'option de désinformer le peuple. Voilà aussi un autre problème qui vient encore renaître, qui vient encore réajouter une autre douleur que vit la famille en ce moment. C'est ça qui est inacceptable. À partir de ce moment-là, vous allez vous en rendre compte que quand vous lisez dans mes comptes rendus d'audience, le peuple sait maintenant qu'est-ce qui se passe. Malheureusement,
le grand audimat fait en sorte que beaucoup pensent que le grand audimat vient s'aimer cette sorte de confusion-là. Pourtant, il n'y en est pas. Vous allez vous en rendre compte que nous sortions, par exemple, si je prends le cas récent, parce qu'on ne va plus faire l'œuvre de l'histoire, de l'enquête préliminaire et de l'information. Bien sûr que cette thématique aura aussi un lien avec le procès actuel au tribunal militaire en ce qui concerne l'information judiciaire. Vous voyez, nous sommes peut-être 10 qui faisons des comptes rendus, mais au sorti de là, c'est-à-dire c'est chacun qui dit sa part. Et je me rappelle... lors de la dernière audience du 2 juin, le 2 juin, le président du tribunal qui a crié au scandale. Pour lui, c'était inadmissible. Je n'ai jamais vu dans une république. Parce que quand nous sortions de cette audience, les questions du ministère public posées à l'expert Bel Bichoka, vous comprenez un peu, étaient de savoir quelles étaient ses missions. Il a répondu sur ses missions et on lui avait demandé de démontrer au cas par cas quels sont les liens de connexité entre chaque accusé. À partir de là, le verdict était sans appel. Vous voyez, par exemple, ceux qui vous racontent des mensonges par leur compte rendu ne vous disent pas peut-être que l'expert professeur Bell avait démontré qu'il y a un accusé et un autre accusé avec qui il y a eu pratiquement 26 coups de fil à une période allant du 17 au 28 et un appel vidéo sur 17 au 28 janvier voilà. 2023. 2023. Oui. J'y vais arriver. Prenons assez de temps. Il faut que le peuple sache. On n'a pas beaucoup de temps, tout le monde doit réagir. Allez-y droit au but. Voilà. Ceux qui vous disent et ceux qui vous racontent des mensonges ne vous disent pas non plus que le même expert a démontré que cet accusé tournait tout autour de la résidence d'un autre accusé. Et ce sont ces mêmes gens qui s'attaquent à Polycarpe Patangada. Vous voyez, par exemple, je prends un cas simple. La vidéo qui a été diffusée au tribunal militaire a bénéficié de ma contribution en termes d'équipement technique. Ça ne veut pas dire que le tribunal ou le ministère de la Défense en manquait, parce que lorsque j'ai posé cet acte, parce que lorsqu'on a dit qu'il faut diffuser la vidéo, j'ai vu, on a tous vu, un avocat de la défense qui s'est levé, qui a dit non, c'est pas le moment de diffuser cette vidéo. Le président a exigé qu'il faut diffuser la vidéo. Et, faute donc d'équipement, je m'étais proposé de fournir le matériel rapidement. Et c'était en catimini, ni vu ni connu. Malheureusement, quand j'ai ramené ce matériel, vous avez vu des regards ont changé dans la salle auprès des accusés. Et ce sont donc les mêmes gens qui sont ressortis vraiment pour dire j'ai gagné 30 000 francs auprès du commissaire du gouvernement pour apporter le matériel. Encore que c'était mon matériel. Si on loue votre matériel, c'est pas un délit. Je vais finir sur ce point. Les mêmes aussi qui vous disent, ils ne peuvent pas vous dire que depuis que les témoins passent à l'audition, ils ne peuvent pas vous dire que la majorité de ces témoins ont toujours dit qu'un autre accusé, notamment peut-être Léopold Maxime Eko, n'a aucun lien à voir avec l'affaire. Donc ils tirent toujours les ficelles. Et ce sont ces mêmes gens qui veulent faire un branch-washing au peuple camerounais souvent en leur disant que non, ne vous inquiétez pas, il y a un commanditaire qui est encore dehors. L'affaire là n'est pas entre X et Y. Et qui a même un deuxième commandant même. Alors moi je dis, nous devons discuter de cette question aujourd'hui pour mettre un terme, parce que là, je me rends compte que... pas nous la justice. Non, je sais ce qu'on est pas dans le fond. On n'est pas dans le fond, je ne suis pas pour faire des réquisitions intermédiaires, mais il faut juste démontrer par A plus B de par les deux rapports d'experts pour dire que ça, c'est archi faux. Aucun commando n'existe. Aucun commanditaire n'existe. Le procès est au tribunal en ce moment. D'accord. Abel Elimi Lobel, lorsqu'on suit cette affaire pendant 3 ans et demi,
Reporters sans frontières vient avec une thèse de deuxième commando, des scènes de crimes qui se déplacent, qui sont en mouvement. On vous présente une vidéo de mise à mort atroce de Martinez Zogo en le laissant dans un état où ils ne peuvent pas vivre. Mais l'autre thèse qui se développe à partir de Reporters sans frontières dit que non, il est resté vivant, un deuxième commando est arrivé et là la famille est un peu perdue face à tout cela. La première chose, c'est que je souhaite, si techniquement le corps ne sert plus à rien, que Martinez Zogo soit inhumé et que sa famille puisse faire le deuil, ce qui n'empêche pas que toutes les informations qu'on a déjà récoltées de toutes parts continuent à être utilisées pour élucider les choses. Parce que le corps 3 ans à la morgue, il peut se détériorer sous l'effet même du froid, etc. Il ne faut pas croire que le froid est un élément de momification. Ce n'est pas parce que vous avez mis un morceau de viande, si vous prenez la viande, vous mettez ça au congélateur, encore qu'une morgue, ce n'est pas un congélateur, bon, si vous revenez 3 ans après, vous allez trouver que votre viande n'a pas pourri, mais elle s'est décomposée. Si vous décongelez un morceau de viande qui a fait 3 ans dans le congélateur, vous obtenez quelque chose qui n'est pas tout à fait à l'état initial. Donc, vraiment, n'ajoutons pas le supplice. Si ça ne dépendait que de moi, on aurait permis que le deuil de Martinez Zogo soit fait et que maintenant, le reste de l'action judiciaire se poursuive. Mais une fois de plus, ce qui se passe autour de ce deuil nous montre le niveau de pourrissement de notre pays. Nous voyons un procès que des gens instrumentalisent pour régler d'autres comptes qui n'ont même rien à voir avec le procès. C'est ce que j'ai, c'est cette impression-là que je vois. Au début de cette affaire, on a vu certains organes de presse ici qui faisaient des reportages au CED, partout, on nous disait des choses, on nous a dit que c'était à l'immeuble et quand on a fait ceci, 3 ans après, apparemment tout ça a sauté. Ces gens qui parlaient à cette époque avec autant de conviction avaient pris leurs informations où? J'ai vu des reportages d'un certain Guy Zogo. Il prenait ces informations où? Mais il était au CED, hein? Il disait relayer ce qui se dit. Oui, c'est ce qu'il disait. Voilà. Et ce qu'il relayait, c'est avéré, n'a jamais avoir lieu. Mais c'est pas lui de... Non. Il dit ce qui se disait. Non, quand tu relais les choses, oui. Si c'est deux choses l'une. Il n'en crée pas. Ou tu relais des mensonges, ou tu relais la vérité. Mais il relève le fait. Tu ne peux pas. Non, les faits ne peuvent pas être à la fois vrais et faux. Il relève ce qui se dit. C'est-à-dire que ce n'est pas lui qui a dit la vérité ou le mensonge. Mais il dit ce qui a été dit. Le petit physicien que je suis, les faits ne peuvent pas être à la fois vrais et faux. Le fait journalistique, c'est qu'il a... Et la responsabilité de celui qui prétend informer, c'est de prendre toutes les précautions pour que ce qu'il dit corresponde à une réalité, pas à une vue de l'esprit. Quand les gens nous disaient que il a été amené à l'immeuble et quand, est-ce que c'était vrai? La réalité, les enquêtes ont montré qu'il mentait. Ils ont pris ce mensonge où? C'est les mêmes qui nous disent aujourd'hui que non, il y a un deuxième commando. Ils ont pris cette information où? Quand ils disent qu'il y a un deuxième commando, ils prennent cette information où? Le deuxième commando suppose que le premier a enlevé, a torturé Martinez Zogo et est parti. Le second est venu achever. Alors, comme s'ils sont passés un coup de fil, moi, fini pour nous venir. Comme je suis quelqu'un qui a été formé toute la vie pour comprendre des équations, c'est ce que j'ai appris à faire.
je pose la question. Est-ce qu'on a formé un commando juste pour torturer à mort? Puis, on va fabriquer un autre commando qui viendra pour mettre à mort celui qu'on a torturé à mort. Et si le deuxième commando en arrivant trouve qu'il est déjà mort? Parce que vous torturez quelqu'un à mort. C'est bien pour le tuer. Il peut mourir entre vos mains pendant la torture. Il peut aussi mourir immédiatement après la torture. Vous n'en serez pas moins responsable de sa mort. Absolument. Pour venir nous dire aujourd'hui que non, nous on ne l'a pas tué. On l'a seulement torturé à mort. Et on l'a laissé en vie. Mais vous ne pouvez pas, au stade où les vérités judiciaires sont en train d'être révélées, des gens qui sont appréhendés ont effectivement torturé. Nous ne sommes plus au stade du doute là-dessus. N'est-ce pas? Monsieur Danway avait une équipe, ils ont effectivement torturé. Ils nous disent qu'ils l'ont laissé vivant, mais ça, ils ne le prouvent pas. Rien ne nous prouve qu'après qu'eux-mêmes acceptent l'avoir torturé à mort, ils l'ont vraiment laissé vivant. Mais peut-être ils l'ont laissé, il agonisait déjà. Si on vous laisse, quand vous êtes déjà en train d'agoniser, vous êtes bien vivant, mais vous allez mourir. Et si vous mourrez effectivement, on ne peut pas dire que c'est quelqu'un d'autre qui est venu vous tuer alors que les conditions de votre mise à mort étaient remplies. C'est clair. C'est pour dire que il ne faut pas qu'on nous divertisse et qu'on utilise la mort de Martinez Zogo pour régler des comptes secondaires en donnant l'impression qu'il y a encore de l'opacité. Parce que ceux qui ont torturé sont connus. La seule chose que moi j'attends aujourd'hui du processus d'élucidation de cette affaire, c'est que ceux qui ont torturé disent qui leur a demandé de torturer. Voilà, ce qui est clair. On va enchaîner avec du Pas de nous parler d'un deuxième commando qui nous disent c'est elle qui nous a payé pour torturer, ou bien c'est elle qui nous a demandé, c'est-à-dire le commanditaire. Il peut même ne pas avoir de commanditaire. Parce que des gens peuvent agir par leur propre volonté de mettre un terme à monsieur à la vie de Martinez Zogo. Parce que même si Martinez Zogo était en train de déranger X ou Y, des gens qu'ils ne citaient pas peuvent se sentir dérangés. D'accord, merci Libi Robert. Sur cette question, on a l'impression justement qu'on en parlait en début d'émission, des comptes rendus ou règlement de compte, et que l'affaire Martinez Zogo est en train de prendre la tournure justement de règlement de compte dans le contexte qui sera bien évidemment évoqué dans la seconde thématique. On se serait attendu à arriver au moment où on a déjà les gens qui disent eux-mêmes avoir enlevé et avoir torturé qu'on puisse sortir de cette affaire. Mais on vous convoque à travers des Reporters sans frontières et autres, une autre affaire de second commando qui serait arrivée. On a vu une vidéo de quelqu'un qui était pratiquement déjà mort. Vous savez, je suis de ceux qui pensent que le verdict l'affaire Martinez emportera le régime. Ils ne sont pas capables, n'est-ce pas, de donner le verdict en ce moment-ci. Vous savez, je vais prendre un peu le contre-pied de ce que vous dites, parce qu'on a déjà trop parlé de l'affaire Martinez. Trop. Mais je me rends compte que le tribunal militaire est sous l'emprise d'un autre tribunal, le tribunal des réseaux sociaux. D'accord. Écoutez-moi attentivement pour dire que l'État du Cameroun a laissé grandir un monstre qui s'appelle réseaux sociaux. Tout à l'heure, dans sa première prise de parole, Elimbi parlait d'un Tchouta qui donne un rendez-vous d'attaque comme s'il va déverser les missiles sur le SGPR. Ça va passer, on ne dira rien. Et il y a beaucoup de choses comme ça là
qui passe, n'est-ce pas? Et puis, le pays, là, il regarde. Vous avez dans les réseaux sociaux des flingueurs, des juges, des armées cybernétiques, des gens qui se disent influenceurs, mais qui vous dénaturent un procès. Et du coup, nous sommes d'accord que quelle que soit la décision, nous ne serons pas d'accord. Tout à fait. Tout à fait. Et du coup, toutes les peurs là, les flingueurs là, n'est-ce pas, les spécialistes du lynchage qu'on trouve dans les réseaux sociaux, tout le problème est là. Parce que tant que l'État du Cameroun n'a pas pris ses responsabilités, regardez, tiens, hein, l'abondance des correspondances qui se retrouvent dans les réseaux sociaux, qui est commenté, hein, c'est un vice. Et ça devient nocif. Il y a des gens aujourd'hui, la preuve, les réseaux sociaux ont déclassé les médias classiques. C'est eux qu'on écoute. Parce qu'on a laissé l'embouteillage. Tiens, c'était le titre. Le nom de l'émission de Martinez Ogo. De Martinez s'installer. Moi, je viens de vivre 2 cas d'école. 2 cas, des expériences. Et elles étaient presque proches de moi. Pour montrer à quel point l'opposition dont on parle, n'est-ce pas, la volonté pour certains d'en finir. Ce que l'on a appelé, n'est-ce pas, la désignation des fonctionnaires de la police pour, n'est-ce pas, assurer la couverture sécuritaire de Tombé Bab. Et les commentaires qui s'en suivent, c'est où? C'est dans les réseaux sociaux. Oui. Et regardez les commentaires c'est des commentaires qui montrent effectivement comment les esprits de nuisance, comment les bonimenteurs ont pris la parole. Personne n'a cherché à savoir ce qui s'est passé, ni comprendre la vérité. Mais la vérité est simple. C'est que les gens ont pensé qu'un événement mondial extraplanétaire comme Tombé Bab de Soulé, ça pouvait attirer un certain nombre de choses. Peut-être même que ça pouvait donner l'impression de la création d'un parti politique. Ça pouvait. Soulé lui-même, au centre de l'affaire, c'est quand même un grand reporter, un senior journaliste. On ne peut pas dépêcher un officier de police ou bien un inspecteur de police. Moi, je félicite le commissaire central des renseignements généraux. On ne le félicite pas parce que jusqu'à aujourd'hui, on pense que la police est essentiellement répressive. Imaginez-vous que ce soit produit un incident. Hein? On serait là en train de ramasser les pots cassés. Mais le commissaire central a anticipé. Sauf qu'aujourd'hui, nous vivons une situation qui est telle qu'il y a le refus, le rejet de tout ce qui est institutionnel. Oui. Et du coup, n'est-ce pas, les flingueurs des réseaux sociaux veulent vous faire croire que c'était anormal. Non. Et pour la petite histoire, ces messieurs qui sont arrivés en civil, dans une courtoisie indescriptible, je n'étais pas encore là, ils ont cherché à approcher le président du comité d'organisation. Ils lui ont dit, ok, compte tenu de telle chose, nous allons faire d'accord. telle chose. Le lien avec le fait évoqué. Le lien. Non. J'ai dit, je vais faire une digression. Permettez. D'accord, on peut fermer la digression maintenant. S'il vous plaît. Vous savez, j'ai gagné un droit, celui à la parole. Oui, vous l'exercez pleinement, mais on va rester dans la thématique. Non, la thématique en réalité, tout ce que les autres ont déjà dit. C'est le contenu de la thématique. Mais maintenant, allons un peu plus loin. Grandissons, M. Jean-Jacques. Non, on ne grandit pas sans être bien élevé. On va aller d'un pas à un autre. On ne va pas grandir subitement. On est passé par, il faut 1 an, 2 ans, 3 ans pour grandir. Ne sautons pas les étapes. S'il vous plaît, j'avais, comme vous voulez absolument prendre la parole, j'avais 2 expériences. Je vais finir par la première et je reviendrai plus tard pour la deuxième. D'accord. Donc je voudrais dire simplement que
hein, il faut de plus en plus que qu'on amène les Camerounais à comprendre que les institutions comme la police, la justice ne sont pas là essentiellement, n'est-ce pas, pour être des bourreaux des Camerounais. Et je continue à dire qu'il y a une police professionnelle, il y a une police dans le sens réel du terme, qui assure, n'est-ce pas, la sécurité des citoyens. Cette police, ce commissaire a pressenti au regard de la circulation des informations dans les réseaux sociaux qu'il fallait anticiper, et il a désigné des éléments qui se sont fait complètement absents. C'est-à-dire que si les gens n'avaient pas versé cette histoire dans les réseaux sociaux, et c'est ça le danger souvent sur les réseaux sociaux. Donc c'est ça, je parle des réseaux sociaux. D'accord. Je reviendrai pour la deuxième. C'est donc une police professionnelle, Polycarpe a parlé tout à l'heure d'un tribunal militaire professionnel également, mais dont le travail est dévoyé par des comptes rendus et le courant des réseaux sociaux qui déforment tout, qui manipulent tout finalement. Valère Bessala sur cette affaire devant les tribunaux, et ce que la famille a comme flux d'informations, on a l'impression qu'on n'avance pas. Non, je crois qu'on va d'abord évacuer le fait des réseaux sociaux. Si vous voulez savoir où penche la balance dans une situation en fait, et notamment dans ce cas en procès, il faut juste regarder les grands porteurs, les grandes audiences des réseaux sociaux pour savoir où va le vent, dans quel sens va le vent, aussi simple que ça. Je crois aussi que quand on est rendu à ce stade de cette affaire, on ne doit pas incriminer les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont un volet positif, beaucoup plus positif que négatif. Tout dépend de ce que chacun d'entre nous recherche sur les réseaux sociaux. Tout dépend de la posture de chacun, tout dépend des sensibilités que nous avons, tout dépend des intérêts de chacun, tout dépend des accointances que chaque personne qui consulte les réseaux sociaux, les grandes audiences, que ces accointances qu'il a avec qui X ou Y. Donc c'est cela, chacun regarde les réseaux sociaux avec le prisme de ses subjectivités. Donc il ne faut pas les incriminer. Mais le fond est que malgré tout ça, les réseaux sociaux, le fond est toujours là. Il y a toujours un fil rouge, le fil de la vérité, le fil du fait vrai. Le fil du fait vrai. Je crois que quand on parle de l'affaire Martinez-Zogo, j'ai traité ce sujet il y a 2-3 ans. Pour moi, c'est du réchauffé. Mais on va peut-être évoluer pour dire qu'en fait, les commanditaires sont connus déjà par l'État. Quand je dis par l'État, par le président de la République, je préfère, quand je dis le président de la République, c'est non seulement un individu, c'est une institution. Et quand on dit le président de la République, ça veut dire qu'un ensemble d'autorités aussi qui suivent. Puisque le président n'est pas au tribunal tous les jours. Ça veut dire que ceux qui lui ont donné la vérité depuis des années savent que tout ce qu'on fait au tribunal militaire, là, ce n'est que du folklore. On veut juste arranger quelque chose pour voir avec la météo politique, aussi avec les sensibilités politiques, surtout aussi avec les attentes politiques des uns et des autres, ce que ça peut donner au finish, sans pour autant heurter le peuple camerounais, sans aussi heurter le pouvoir, sans aussi, vous voyez. Vous pensez qu'on peut passer 3 ans à ergoter sur une affaire où un agent de renseignement, un soldat en plus, colonel, il a perpétré un acte et il ne dit pas à qui de droit, de bouche à oreille, c'est-à-dire les yeux dans les yeux, c'est elle qui m'a envoyé. Vous pensez que c'est dans un tribunal qu'il va dire, mais je pense qu'il a donné des indices depuis 3 ans et demi, en plein tribunal. Donc tout ce qu'on tourne là, c'est juste une façon de chercher une connexion entre ce qu'il a dit et les faits, c'est-à-dire les téléphones, ainsi de suite. Or, tout ça a été brouillé. Je crois que M. Atang a parlé de l'expert. Moi, j'ai suivi, j'ai lu les minutes de l'expert. Il s'appelle Bidjoka, c'est ça? Il y a un autre qui est aussi passé. Un autre aussi. Je parle sur votre contrôle, puisque c'est vous qui... Très bien. Mais quand vous suivez l'expert, vous comprenez qu'il n'avait pas tous les éléments techniques pour faire le travail. Vous comprenez ça parfaitement. Et le compte rendu d'audience, avec des questions de l'accusation, il a été mis dos au mur, pratiquement. Lui-même, il avoue que voilà ce que lui il prenait comme élément technique pour pouvoir analyser ce qu'il avait comme élément, les téléphones, ainsi de suite. C'était des choses qui étaient prises comme ça à la va-tout, parce qu'il n'a même pas été, payé pour avoir le bon matériel pour faire connaître cette expertise.
Il vous le dit clairement. Est-ce que dans un procès sérieux, où on parle d'un crime de l'État, et qu'il y a que un crime d'État, 18% de téléphones qui ont été exploités. on doit recruter un expert à qui on ne donne pas les moyens suffisants pour avoir les derniers éléments, que ce soit numérique, technique, technologique, up-to-date, pour pouvoir percer la bonne information. Et vous venez encore de poser une autre question, et à laquelle j'ai arrivé. Comment est-ce qu'on peut avoir une panoplie de téléphones, c'est-à-dire des éléments qui auraient pu nous renseigner, dans le cloud comme dans le... Et le mec, il n'a qu'exploité environ 18% de ce matériel. Quelle est donc la vérité? Ça veut dire que la vérité qui sortira là-bas, c'est la vérité de 18%. Et c'est la vérité de 18% justement qui laisse croire que ceux qui crient le plus à une vengeance ou à je ne sais pas trop quoi ont raison. Parce qu'en fait, tous les téléphones qui justement auraient pu nous amener à peut-être équilibrer la vérité, à avoir plus de vérité, ont été détruits. Soit dit aussi en passant, ce n'est pas parce que ça a été détruit, parce que même l'expert le dit, ce n'est pas parce que cela a été détruit qu'on ne peut pas avoir l'information qui s'y trouvait. C'est juste que lui n'a pas eu la technologie suffisante, le matériel suffisant, les moyens suffisants pour pouvoir y arriver. Vous voyez? Ça veut dire que quelqu'un l'a empêché de le faire. Pourquoi aussi posez-vous des questions que dans une enquête préliminaire depuis 2023, on avait déjà ces informations que le matériel avait été retiré de séquestre, changé, modifié, détruit. Ça veut dire que là, on parle déjà de ceux qui sont chargés de notre sécurité et qui, justement, étaient en possession de ces documents. Donc, on vous dit qu'en fait, la corruption a gangréné le circuit de ce procès. On a entendu parler des affaires d'argent. On a même eu une ordonnance de libération de tout un juge qui a été annulée par le ministre de la Défense. Pour dire, allez, il va rester en cellule. Vous comprenez? Et l'expert a été interrogé dessus. Et il vous donne des réponses pour dire qu'il tentait quelque chose avec le juge pour voir si. Donc vous demandez à un juge de libérer, vous suggérez un juge de libérer un détenu pour voir si il est en connexion avec l'autre. Vous voyez un peu des choses comme ça. Donc vous voyez que nous sommes dans une affaire où la vérité est connue, M. Jazé. Mais le problème ici, c'est la météo politique. C'est-à-dire que le pouvoir sait pertinemment que cette affaire-là est très dangereuse parce que les hommes de pouvoir sont impliqués. J'ai dit c'est un crime de l'État. C'est-à-dire qu'on a utilisé les moyens de l'État pour commettre le crime. Moyens humains, moyens matériels. C'est un crime d'État parce qu'il implique les intérêts des politiques dans leur bataille de pouvoir. Vous voyez? Et donc, ce n'est pas un procès comme les autres où on va arriver à une conclusion, on sort et puis on dit, oh non, on a dit voilà, c'est elle qui est machin et l'autre doit sortir, si vous comprenez. Donc c'est assez difficile. L'autre chose, et là je sors par là, c'est que il faut que nous fassions très attention. Parce que l'autre élément qui fait un frein aussi à cela, c'est aussi le président de la République lui-même. Parce que on a les mêmes acteurs depuis ce crime-là, depuis même 2018. Les mêmes acteurs sont là. Que ce soit on dit, tel est impliqué, on donne son poste. Tel est aussi impliqué, on donne aussi son poste. Personne n'a bougé. Et il continue toujours à utiliser les moyens dont il dispose, politiquement, institutionnellement, pour neutraliser le procès. Et les pauvres magistrats, vous croyez qu'ils vont faire quoi? Ils ont aussi des techniques, les magistrats, quand ils sentent qu'en fait ils sont sous pression, ils commencent aussi à faire courir l'affaire le plus longtemps possible, en attendant que le président de la République, justement, c'est parce que c'est lui le véritable problème de ce procès, qu'il débloque la situation. Et débloquer la situation veut dire que le gouvernement, que lui il a promis depuis et qui ne vient pas, cela devrait, là j'utilise un conditionnel, devrait être une solution. C'est-à-dire que ceux qui tomberont du gouvernement feront un vide et laisseront certainement des faiblesses qui permettront justement aux magistrats d'avancer un peu plus vite. D'accord. Professeur, là je vais interroger le maître des sciences politiques. Dans ce procès, on lit beaucoup de politique derrière. Il y a des règlements de compte politiques. Des noms sont avancés, jetés en pâture, parfois loin de ce qui est dit au tribunal. Merci de me donner la parole. Encore une fois, paix à l'âme de Martinez Zobo. Cette affaire est une affaire extrêmement délicate. Pourquoi est-elle délicate? Elle est délicate parce que on voit émerger
dans cette affaire des éléments qui montrent que la logistique organisationnelle de l'État a été instrumentalisée. Mais il ne suffit pas que la logistique organisationnelle de l'État soit instrumentalisée pour établir que ce soit un crime de l'État, soit un crime d'État. Un crime peut être commis à travers l'État sans que ce soit un crime de l'État ou un crime d'État. Ça veut dire que des gens peuvent instrumentaliser les moyens et les ressources de l'État pour des finalités qui sont purement personnelles et purement concessives, qui n'ont rien à voir ni avec des ordres donnés par l'État. Parce que pour qu'il y ait donc un crime d'État, il faut établir de manière précise qu'il y a eu des ordres donnés dans la hiérarchie de l'État et pouvoir mobiliser les preuves que de tels ordres ont été donnés. Pour établir que c'est un crime de l'État, il faut montrer que précisément la logistique qui a été utilisée dans le crime est commanditée par des ordres d'État. Nous n'en avons aucune preuve dans ce qui se passe. Par contre, le contexte même dans lequel le crime a été commis, les interprétations qui résultent donc d'une dialectique des intérêts, d'un conflit d'intérêts, tout ça, dès le départ, a montré que nous avons plusieurs forces en présence. Et ce ne sont pas que des forces de pouvoir liées à la bureaucratie d'État, ce sont des forces liées à l'argent. La rencontre entre les forces liées à la bureaucratie de pouvoir et les forces liées à l'argent contribue justement à ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Parce qu'il y a un phénomène d'anarchie qui a été généré par les possibilités de liberté que les réseaux sociaux ont apportées. Ces possibilités sont dévoyées en haut comme en bas. Ça veut dire que différents acteurs ayant différents profils peuvent instrumentaliser les réseaux sociaux. Les problèmes qui ont été évoqués par M. Atangla sur les divergences notables dans le compte rendu de l'évolution du procès résultent de cela. Chacun en fonction de ses intérêts, chacun même en fonction de ses valeurs, puisque les gens n'ont pas nécessairement les mêmes valeurs, va construire sa vérité. Mais sa vérité n'est pas la vérité. Et ça contribue beaucoup à dégrader, à obstruer la manifestation pleine de la vérité dans cette affaire. Mais il ne faut pas en être surpris. Et puis ce type d'affaire peut cacher même d'autres affaires. Oui. D'autres affaires qui peuvent même avoir éventuellement un lien avec ce qu'on appelle la raison d'État. Pourquoi? Le seul fait qu'on évoque l'utilisation, même non commanditée, du personnel des services spéciaux est déjà très délicat pour un État et pour sa hiérarchie. Ne serait-ce d'abord qu'en termes d'image internationale. Ne serait-ce que dans le rapport maintenant que l'État et ceux qui le dirigent ont avec la société qui leur donne leur légitimité. Donc c'est une affaire extrêmement délicate. Pour autant, quelles que soient les lenteurs et les lourdeurs, je pense que la voie de la vérité finira par se créer. Parce que la société est en transformation. Dans d'autres contextes, l'affaire aurait même déjà disparu. Mais dans le contexte de la transformation que le Cameroun connaît, même les autorités les plus puissantes ne peuvent pas faire disparaître une affaire comme ça. Comme celle-là. Elles sont contraintes, non seulement par les évolutions de la société, mais même par les règles de l'État, notamment les règles qui concernent l'exercice de la justice.
Voilà un peu, de mon point de vue, ce qui se passe. Ça s'enflamme tous les jours pour Polycarpe lorsqu'on sort de ces audiences-là, où il y a déjà les délits de causerie. Si on a trouvé dans le téléphone que vous avez échangé une fois avec telle personnalité, vous êtes affiché comme... Ça fait partie donc des luttes d'intérêt et de pouvoir qui résultent de cette affaire. Oui, on observe tout cela. Oui. Mais moi, je reste quand même... je voudrais dire au professeur Mathias Oronan qui dit que parvenu au 33e témoin, la vérité est déjà devant la porte. Mais on sait. Voilà, parvenu au 33e témoin, la vérité est déjà devant la porte. Pour revenir sur la thèse du second commandant. Oui, justement, parce que j'allais poser la question. Oui, poser la question devant la porte, alors qu'on vous apprend encore qu'il y aurait un deuxième commando. Et vous vous envoie même encore aller chercher dans des causeries les noms qui sont sortis. C'est archi faux. J'ai dit, de la même manière avec laquelle on avait préparé une certaine opinion, a dit que X est innocent, de la même manière, on prépare l'opinion dans ce Capernaum, l'opinion publique a dit qu'il y a un commanditaire caché quelque part. Pourquoi? La dernière audience, c'est-à-dire l'audience du 22, la dernière session, c'est-à-dire la session du 22 et la session du 23. Docteur Valère Bessalatoudi, l'expert a été dos au mur. J'ai vu un docteur au nouveau tremblotant. Et lorsqu'on a même prononcé le mot collusion, j'ai vu un accusé sorti de ses gants. Et en ce moment-là, le président du tribunal lui a dit, monsieur, veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir, si ce n'est pas une objection. Cette histoire des seconds commandos est née dans le bureau du juge Sikati avec Dr Olumo. Bah, on n'en sait rien. Non, c'est dit dans le rapport. C'est dit dans le rapport, c'est dit. C'est dit dans le rapport. Monsieur Jacques Zé, c'est public. D'accord. On n'est pas là pour faire la chasse aux sorcières. C'est public. Oui. L'histoire du second commando a été suggérée au docteur Olumo par le juge Sikati qui lui a dit, ok, d'accord. À l'instant où nous sommes, bon, comme Martin Savon, disons les choses telles qu'elles sont. Il faut préciser aux téléspectateurs que l'information que vous donnez ne vient pas de vous. Ne vient pas de moi, ça vient. Le docteur Olumo a dit. Voilà. C'est ce que le docteur Olumo a dit. Restituer les faits. Oui, d'accord. Alors, c'est le lieutenant-colonel juge d'instruction Sikati qui suggère au docteur Olumo que, ok, d'accord. Selon le docteur Olumo. Selon le docteur Olumo. Quand il y a un certain Martin Savon dans l'affaire. Il n'y a pas de droit de réponse. Non, c'est pas grave, c'est pas. Non, c'est pas. Non. Comme il y a. C'est dans les rapports. C'est dans les rapports. C'est les rapports de compte rendu. C'est pas inventé. Alors, comme il y a un certain Martin Savon qui est cadre contractuel à la présidence de la République et que M. Ngongo Ferdinand est secrétaire général de la République, ça veut donc dire que A plus A égale 2A. Par ricochet. Par ricochet, ça veut donc dire que M. Ngongo Ferdinand serait donc le fameux commanditaire, le fameux second commando. C'est archi faux, peuple camerounais. Vous êtes sentencieux là? Non, je ne suis pas sentencieux, c'est les rapports, c'est les rapports d'audience, c'est le compte rendu d'audience. Sauf qu'il faut le dire ainsi. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, on veut continuer de faire croire au peuple camerounais que non! Il y a le RGPR, Ngongo, puisque c'est son nom qui est cité régulièrement. C'est le tribunal qui dira. C'est le tribunal qui dira, à l'état actuel des choses, il a été dénoncé. Monsieur Jacques Zagzé, oui. Vous avez. Je veux qu'on soit clair là. Non, on est clair dessus, mais sauf qu'au stade vous n'affirmez pas, vous dites ce qui a été dit. J'ai dit ce qui est dit. Mais j'ai dit, à l'état actuel, nous sommes. Vraiment. Vous savez, des familles sont détruites. Des relations de couple sont déstabilisées. Ne m'empêchez pas de parler, s'il vous plaît. Non, c'est pas quand par exemple, nous sortons... Quand vous convoquez le nom je préfère... du secrétaire général, en le nommant intitule personne, et c'est très dangereux. Non, parce que je n'ai suivi aucun compte rendu. Citer monsieur Soulé, laissez-moi parler. Je suis ces audiences,
Je sais ce qui se passe, je sais ce qui est dit, et je préfère ce que je dis, je dois le remettre sur la place publique. Il a failli me faire perdre le fil des idées, mais je n'ai pas perdu. Alors, en ce moment-là, la tête du commando est suggérée. Une thèse pour dire qu'on vous fait perdre le fil des idées. Bon, l'idée du second commando est suggérée par le bureau du justificatif au docteur Onumo. Et il dit, ok, d'accord, quand c'est comme ça, on va donc relâcher un accusé, il va nous servir de piège, pour attraper un gongo. Vous comprenez un peu? Laissez-moi parler. Malheureusement, ce piège n'a pas marché. D'où donc le ministre, le MINDEF, dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il annule donc l'ordonnance et au travers de là, donc, le juge Sikati demande le cru. Je vais y arriver. Il disait tout à l'heure que les relations sont détruites, les familles sont divisées. Nous sortons d'une audience où on dit que Martinez Zogo, comme il dit qu'il ne doit pas citer le nom de quelqu'un, était un informateur fidèle. On a vu ça. S'il vous plaît. Vous n'aurez pas beaucoup de temps. Non, quand Soulé parle des histoires de bars, vous lui donnez beaucoup de temps. Mettez le temps de la Non, mettons donc c'est le temps des vraies choses. Parce que quand même là, il y a des couples qui sont brisés. Vous avez encore 3 minutes pour oui, ça. merci beaucoup. Nous sortons d'une audience. De quoi? Nous sortons d'une audience. De la barbe. Pas de barbe. Non, il n'a pas dit barbe. Il n'a pas dit barbe. Il n'a pas de barbe. Voilà. Allons-y. Il ne comprend pas. Il n'a pas dit barbe. Il a dit Nous barbe. sortions d'une audience. Moi, je suis sur l'utile. Il a devenu plus utile. Nous sortions, je suis sur l'utile. Nous sortions d'une audience. Ni magistrat, ni Vous avez Martinez Zogo était un informateur fidèle du LGPR. À aucun moment, ça c'est selon le rapport de l'expert, le compte rendu, le LGPR, cité dans cette affaire de formateur fidèle, n'a jamais conversé avec Martinez Zogo. La seule fois que le LGPR je ne peux même pas appeler sa conversation, avait juste envoyé un extrait du discours du chef de l'État, lequel disait « Les prévaricateurs de la fortune publique rendront gorge ». Par la suite, Martinez a commencé à échanger avec Mme Ngongo. Vous pensez que c'est sérieux? Lorsque les gens prennent un extrait d'une audience et disent que Mme Ngongo et Martinez ont entretenaient une relation intime, parce qu'il avait appelé bébé, le monsieur sous le... Non, j'ai fini. Polycarpe, on va parler dans tous les sens. Non, je suis et qui peut relever justement de cette volonté à déorienter le projet. Je chute parce qu'il m'a pris une minute. Oui, allez-y, je suis chuté. Il n'y a donc pas eu de second commando. Il y a eu juste 2 équipes. Une équipe qui était chargée de faire la filature, une équipe qui était chargée d'interpeller. Et le professeur Bell a démontré par les échanges que le colonel Dallé a eu avec le jeune, le noir. Parce que Martinez aurait pu rester en vie, mais les instructions données par le colonel Dallé n'ont pas été suivies. C'est écrit noir sur blanc. Martinez avait même supplé dit qu'il est asthmatique. Dans les échanges entre cette communication. Il n'y a pas eu de c'est une fausse histoire. Les liens qu'on veut tisser avec le LGPR sont archivés faux parce que là aussi, comme le professeur disait, c'est un jeu de pouvoir. Donc moi je pense qu'à ce niveau, attendez, non, vous aurez un deuxième. Merci beaucoup, parce qu'il faut restituer la vérité au peuple. Et qu'on arrête de nous embrouiller avec cette histoire de M. Ngongo, commanditaire, et tout. Arrêtons de détruire les familles et arrêtons de détruire les carrières. Surtout M. Ngongo qui a 5 ans d'administration. Il faut arrêter ça. Moi, je crois qu'il ne faut pas... Bon, moi, je ne cherche pas à savoir. Hein. Oui. Je vous ai dit dès le début de mon propos que les commanditaires sont connus. Tout ce qu'on fait là, c'est du folklore et c'est le timing politique qui nous impose juste ce folklore. Je voudrais peut-être avancer sur une certaine mesure pour dire qu'en fait, le crime de l'État, j'ai parlé de crime de l'État et crime d'État. Le crime de l'État est établi. Il n'y a pas de doute dessus. Parce que les moyens de l'État sont à la fois des moyens humains. C'est-à-dire que vous êtes un fonctionnaire de l'État. Vous êtes un agent de l'État. Vous partez poser un acte. On comprend déjà que c'est l'État qui l'a fait.
Maintenant, il s'agira peut-être... Il s'agira... Une femme, c'est un crime. On a qualifié. Il s'agira l'un des sous-préfets de Kribi qui a assassiné et qui est en prison aujourd'hui. Est-ce que c'est l'État? Il s'agira donc au moment de la justice, parce que comme vous m'interrompez, il s'agira donc au moment du procès de savoir si vous avez une instruction ferme venant de la machine de l'État qui vous amène à poser cet acte, ou si vous avez agi par vous-même. Vous voyez? Vous voyez? Mais l'un des éléments qui vous amène à penser, qui peut nous amener à penser que c'est lié à un crime de l'État, je reste sur l'élément humain. C'est qu'il est clair, et il est écrit, que le chef des exécutants a distribué de l'argent à ces éléments. On parle même d'une somme de 50 000 pour d'autres, 100 000 pour d'autres. Pour faire ce qu'on a vu. Non, après le boulot, non, c'est des minutes. Moi, je parle de son contrôle. Vous comprenez ce que je dis? Docteur, n'oubliez pas aussi qu'il y a 2 millions qui avaient été donnés. Non, je ne sais pas si la distribution de fonds vient de 2 millions. Moi, je reste sur les faits qu'il a rétribué les éléments du commando. Vous comprenez? De son commando. Il les a rétribués. Moi, c'est la motivation. Oui, je ne veux pas savoir si les 2 millions dont on parle venaient. Je ne sais pas, ça ne m'intéresse pas. Vous comprenez? Alors, si on reste sur cet élément seulement des 2 millions, pardon, de 50 000 et 100 000 qu'on donne, vous voyez, je veux me poser la question. Un agent de l'État, quel est le lien? Qu'est-ce qui peut le motiver à mettre la main dans la poche? Parce que là, nous nous posons des questions. À mettre la main dans la poche pour mobiliser non seulement des agents qui sont dans ces services pour déconcentrer, faire venir quelqu'un de Marois, de Garoua, vous voyez les billets d'avion, ou je ne sais pas s'ils prennent la route, ainsi de suite, les amener dans une affaire comme ça et prendre l'argent de sa poche pour un. De deux, quel est le lien qui peut être entre un agent de renseignement qui ne fait pas la politique, vous comprenez, qui ne traite pas des dossiers administratifs ayant un impact sur les populations, vous comprenez, pour s'en prendre à un journaliste qui, lui, est dans des dossiers sensibles de l'État et qui invective ceux qui dirigent. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, je veux amener à vous faire comprendre qu'on peut établir le lien, c'est-à-dire du crime de l'État. Vous voyez? On peut même encore parler du crime de l'État. Parce que s'il y a des réunions, s'il a rencontré certains éléments dans son propre bureau, à l'intérieur même de l'institution. Vous comprenez? Ça veut dire qu'on a pensé, on a réfléchi cette affaire-là au sein de la machine étatique. Donc, je vous reste ça sur le crime de l'État. J'ai parlé du crime d'État. Parce que si vous vous dites qu'il n'y a pas un crime de l'État, forcément, il n'y aura pas un crime d'État. Bien sûr. Or, il y a un crime d'État. Parce qu'en fait, les dossiers que traitait Martinez Zogo, c'était des dossiers politiques qui concernaient des pointes du régime. Donc, il y a bien une possibilité de penser qu'il attisait des colères et des rancunes de plusieurs d'entre eux. Donc, je vais sortir, M. Jean-Jacques, pour dire que moi, je ne veux pas rentrer dans ces considérations, on les avait réglées depuis. Pour moi, c'est est-ce que M. Martinez Zogo doit rester là où il est actuellement? Je dis oui. On ne doit pas l'inhumer. Parce qu'il est le corps du délit du peuple. Tout à fait. C'est-à-dire que tant qu'il est à la morgue là, le peuple veille. Tout à fait. Le peuple veille. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas la vérité, Martinez ne va nulle part. Après tout, quelqu'un a parlé de morceau de viande, il est déjà mort. Vraiment, je pense que pour les chrétiens, nous disons seulement que Dieu l'attend avec le verdict de son procès de l'autre côté. Et il ne peut pas faire ce voyage-là sans ce verdict. Vous comprenez? Maintenant, ceux qui veulent en tirer des récompenses ou des effets, ainsi de politique ou ainsi de suite, quitte à eux, le peuple, lui, il regarde simplement. Il se dit, il ne doit plus avoir ce genre de choses-là parce que, M. Jean-Jacques, vous voilà journaliste. Voilà Soulé. Qui parle de morceaux de viande et tout ça. Non, c'est lui qui parlait de morceaux de viande et tout, et Limbi. Il est journaliste. Combien de journalistes sont déjà morts? Assassinés. On a Koum, je crois. Koum, 2010. Combien de journalistes? Et bien plus encore. On n'a pas élucidé. Et pourquoi ça bloque aujourd'hui? Vous devez comprendre que si ça bloque aujourd'hui, c'est parce que ce n'est pas une affaire banale, le prof l'a dit. C'est parce que ça concerne la sécurité même de l'État. Sinon, Paul Biya aurait liquidé l'affaire depuis on aurait enterré. Personne n'aurait rien fait du tout. D'État ou de l'État antithèse. Du crime d'État, il est dans la thèse. Du crime d'État, vous êtes dans l'antithèse. Il n'y a pas encore
des preuves de ce que ça puisse être ce qu'il appelle un crime de l'État. Et s'il n'y a donc pas la preuve que c'est un crime de l'État, ça ne peut pas être un crime d'État. Il y a un crime à travers l'État, parce qu'on a au moins la certitude que des agents de l'État sont intervenus dans ce qui s'est passé. Mais pour qu'il y ait crime de l'État, il faut que la logistique, dans la logistique personnelle de l'État, le personnel de l'État qui a été mobilisé, l'ait été sur la base d'ordres qui puissent être établis. Ensuite, pour que ce soit dans un crime d'État, il faut qu'on ait donc les ordres que l'État aurait donnés. Or, rien jusqu'ici ne démontre qu'il y a eu quelque chose comme ça. On peut abuser de sa position stato-administrative sans que ce soit l'État qui vous ait donné l'ordre de le faire. Les gens ne font que ça tous les jours. D'accord. L'antithèse est là, Elibi Lobé. C'est donc tout cela qui marque l'embarras du public et de la famille. Des grosses thèses, crème d'État, commando premier, deuxième commando, et ainsi de suite. Est-ce que tout cela n'est pas comme Valère dit, on prend le temps pour gérer d'abord les affaires de la météo politique? Le corps de Martinez Zogo n'appartient pas au peuple. J'ai entendu Valère le dire. Peut-être que le fait... Non, le corps de Martinez Zogo n'appartient pas au peuple. On ne va pas malmener ce corps, soumettre ceux qui sont propriétaires de ce corps à des supplices parce qu'on dit que le peuple attend. C'est du populisme, ça. Ça, c'est du populisme. La justice est rendue au nom du peuple. Oui. Elle n'est pas rendue par le peuple. On ne rend pas la justice pour que le peuple soit content. On rend la justice. C'est-à-dire que on dit ce qui s'est passé et on applique la loi. Il y a des tas de jugements pour lesquels les peuples ne sont pas contents. Oui. Parce que la vérité est loin d'être celle que l'opinion s'est faite. Nous avons tous déploré ici tout à l'heure, tout en a parlé, j'en ai parlé. Valère a trouvé que les réseaux sociaux étaient très bien. Ça dépend. N'est-ce pas? J'attends. Le jour où dans ces réseaux sociaux, un type va prendre la parole pour dire qu'il a pris 1 milliard de francs. Il saura que les réseaux sociaux sont un poison. Ça a déjà été fait. Bien sûr. On t'a déjà dit que tu as pris 1 milliard. Et je n'ai rien fait. Oui. C'était pas 1 milliard, mais je n'ai rien fait. Oui. D'accord. Tu n'as rien fait. Peut-être que la douleur n'a pas encore atteint l'intensité qui doit déclencher ton action. Je suis insensible à la douleur. Ah, peut-être. Non, c'est faux. Je suis Au insensible. fait, Bagné disait, pour parlant de la corruption, que tout le monde est corruptible, c'est une question de niveau. Je suis Tout insensible. le monde est sensible à la douleur, c'est une question d'échelle. Le jour où quelqu'un dira aussi dans les réseaux sociaux, parce qu'on a vu sur les plateaux de télévision, quelqu'un qui est venu dire que un grand homme politique a sodomisé et qu'il avait les preuves. Il avait la vidéo même. Oui, des écarts de cette nature. Et même si toi qui es directement victime, tu décides de ne pas réagir, je ne suis pas sûr que c'est un service qu'on rend même à la société de ne pas réagir. De laisser prospérer une culture de la liberté de diffamer. Et aujourd'hui, revenons sur cette affaire. Vous avez entre les mains les gens qui ont torturé quelqu'un. Vous avez déjà entre les mains les gens qui ont torturé quelqu'un. La mort s'en est suivie. Qu'est-ce que Reporters sans frontières fait dans cette affaire? Il fait quoi? Il mène une enquête? Ou bien il fait la
relatation, la relation relatée, voilà, de ce qu'il entend. Si oui, il entend ça où? Il va citer des sources. Et de qui? Parce que sous le prétexte de protéger les sources, Reporters sans frontières peut être quelqu'un qu'on paye pour entretenir une ambiance, un climat délecteur. Tout à fait. J'évoque un autre élément qui me paraît très important dans le contexte camerounais aujourd'hui. Le zèle. Il y a de nombreux zélés qui se mettent en mouvement par eux-mêmes à l'intérieur de la machine administrative. Les abus de position dominante dont il parlait tout à l'heure. Est-ce que quand vous couchez avec une femme dans votre bureau de sous-préfet, vous êtes en train de faire un crime de l'État ou un crime d'État? Parce que vous êtes dans le bureau de l'État. Dans le bureau de l'État, des actes qui engagent la responsabilité individuelle se commettent tous les jours. Quand vous prenez l'argent de la corruption qu'il y a dans les bureaux là, c'est l'État qui vous dit de faire la corruption? Non. Vous la faites pour l'État? Non plus. D'accord. Donc, nous sommes dans un endroit où M. Martinez Zogo, avec des comportements de bandits, c'est ce qu'il avait. On parle pas mal des mots. Non, je l'ai dit depuis le début et je maintiens ma position. Et c'est pas cette histoire, parce qu'il aurait ce comportement qu'il a tout tué? Pas du tout. Cette histoire d'aller prendre des informations à droite pour nuire à la tranquillité des gens à gauche, sous le prétexte de faire du journalisme, des informations dont vous n'êtes pas sûr de la véracité. Parce que ce n'est pas parce que un officier vous a donné une information qu'elle est vraie. Un officier vous donne un document qui peut être une falsification. Et il faut interroger son intérêt. Pour quel intérêt? Pourquoi d'ailleurs je le dis? D'accord. Je le dis d'autant plus que quand un officier vous donne une information, en vous donnant un document, il sait, parce qu'il n'est pas idiot, qu'il peut y avoir un retournement de situation et qu'on peut remonter pour retrouver la source. Il ne serait pas si prêt à accepter que les archives qu'il détient servent à crédibiliser le document qu'il a donné. Donc, beaucoup de documents que les gens prétendent être des documents fiables peuvent être des fabrications à l'effet de nuire. Et on prend un type, on dit qu'il est un journaliste, on lui remet ce genre de choses, il se met à bombarder, il détruit les carrières des gens, et les gens de l'autre côté reprennent ce même type, on lui redonne de l'argent avec d'autres documents fabriqués pour qu'il détruise ce côté-ci, et c'est à ce jeu-là que ce monsieur se livrait. Et là-dedans, on va donc le tuer. Ce que je veux faire comprendre, c'est que sa mort peut être le fruit d'un zèle. Les gens qui l'instrumentalisent peuvent avoir à un moment donné intérêt à ce qu'il disparaisse. Parce que chacun a essayé de détruire l'autre, chacun est déjà une victime potentielle, on peut avoir intérêt à stopper ce combat et la machine en détruisant Martinez. Là, je termine avec un autre détail. Maintenant, enlevons les gens qui se battent, qui peuvent avoir intérêt. Et leur intérêt n'a rien à voir avec l'État. Mais je vais introduire maintenant l'État. L'État, dans son... Oui, non, mais c'est ça. C'est ça la complexité de cette affaire et c'est son intérêt intellectuel. L'État, Jacques, l'État qui se rend compte qu'il est dans une ambiance qui réellement le dérange, le pourrissement, n'est-ce pas? Lui aussi peut avoir intérêt à ce que Martinez Zogo disparaisse. Il faut prouver alors. Mais
tout ça, comme dit, Et vous, ça. c'est Il faut des preuves. donc de peur. D'accord. C'est pour ça qu'on ne peut pas, sous le prétexte que toutes ces hypothèses sont possibles, continuer la spéculation. On a les gens qui ont exécuté la torture mortelle. Ces gens-là, ils nous disent qui leur a donné l'ordre de le faire. Et l'affaire s'arrête. D'accord. Et pourquoi ils ne font pas depuis? S'ils ne font pas, il n'y a que deux hypothèses. Soit en réalité, personne ne leur a donné l'ordre. Ils ont agi par zèle. Parce que nous sommes dans une république de ce type de choses. Deuxième hypothèse. Deuxième hypothèse, ils protègent les commanditaires ultimes. À ce moment-là, les spéculations de Bessala prennent leur sens. Mais il ne peut pas s'aventurer sans mettre en place l'état d'esprit de ceux qu'on a entre les mains qui sont les bandits. D'accord. On va avoir une minute pour parler chacun. Je peux lire 2 ou 3 messages. Bonjour Jean-Jacques Zé. Quand l'expert parle du pourcentage des téléphones exploités, il parle du nombre de téléphones des accusés. Certains des accusés avaient plusieurs téléphones. Pour le colonel Danoué, il a exploité 100% de ses téléphones parce qu'il n'en avait qu'un seul. C'est dans ce cadre qu'il parle de pourcentage. C'est Hilaire Doudja. Est-ce que ça nous fait forcément avancer dans cette réflexion? On s'arrête parce qu'on a déjà la vérité. Je pense que l'argument de M. Valère Bessala porte sa pertinence dans la mesure où un fonctionnaire peut poser un acte criminel en portant sa casquette de fonctionnaire d'État. Donc, il utilise sa fonction au sein de l'État pour poser des actes criminels. Merci beaucoup. Excellent dimanche à vous. Merci de participer également à cet échange-là. Bonjour le panel et bon dimanche. Que M. Libby Lobé sache son analyse est exactement ce qu'il fait actuellement. Et je lui souhaite... non. Fred de Locpom. Monsieur Bessala, sous qui nous avons travaillé dans le Nord quand il était encore aux affaires. On va en venir au fait. Alors, il est bien placé pour savoir qu'un ordre illégal n'est pas exécutable. Et si d'aventure un élément de la chaîne de commandement l'exécute, il endosse toute la responsabilité au civil comme au pénal. Du coup, il n'y a ni crime de l'État, ni crime d'État. Saïd DiCaprio depuis Garoua, qui vous connaît très bien. Bonjour à vous sur le plateau. Pour moi, je pense que 3 ans et demi à la morgue pour le journaliste Martinez Ogo est une punition pour la famille et aussi pour le défunt. Le mieux serait d'enterrer et de rester faire les problèmes après. Merci. Bonsoir tout le panel. Très bonne émission. Juste pour saluer l'intelligence et la pertinence de M. Valère Bessala au sujet de l'affaire Martinez Ogo. M. Valère a tout dit. En effet, la vérité depuis l'entame est connue et ceux qui sont au devant de la scène, si assurément jusqu'ici la vérité n'est vraiment pas connue, comme on veut nous le faire croire, ça veut tout simplement dire que les chargés d'affaires sont incompétents, ce qui n'est pas pensable du tout. Costa, depuis soit prépare les gens à douter des résultats de l'action judiciaire. D'accord. On dit que les résultats sont connus au départ. D'accord. Ce qui est la justice. C'est l'évolution de l'audition des témoins du ministère public qui nous permet de comprendre l'affaire. Voilà. D'accord. Vous avez une minute. Je voudrais préciser quelque chose. Lors c'était, je pense, l'audition du 26e témoin qui venait de la DGRE. La partie civile lui avait posé la question à ces témoins. Pensez-vous que cette affaire était une affaire personnelle, c'est-à-dire un business du colonel Danoué avec ceux qui ont été accusés? L'homme a tenu la question, a répondu à l'affirmative. Maintenant, concernant ce qui sert de ogre illégal ou pas, cette question avait été abordée. Et vous allez m'excuser, j'aime un jeune homme là-bas au tribunal dans ce procès qui nous aide aussi à comprendre, le jeune Tongenana Stéphane, qui pose des questions pertinentes. Vraiment, c'est des minutes du compte rendu, qui pose des questions pertinentes pour comprendre. Parce que quand la bataille ce n'était même pas une bataille parce que le directeur des renseignements avait déchargé Justin Danoué de ses fonctions
à cause des méthodes peu orthodoxes. Eux, ils ne savaient pas ce qui se passait en haut. Donc pour ces jeunes, quand ils parlent au tribunal, pour eux, ils étaient dans une mission officielle. Ils ne savaient pas qu'on avait déchargé X de ses fonctions, on avait déchargé Y de ses fonctions. Pour eux, ils savent que nous, on a l'habitude de fonctionner comme ça, mais comment se fait-il qu'aujourd'hui on se retrouve devant, à la barre, en justice? Mais attends, quand on décharge dans ce genre de service, quand on décharge quelqu'un de la fonction, les collaborateurs sont au courant. Ils n'étaient pas au courant. Allons là où on avance, voilà, parce qu'on va se retrouver cette thématique. Donc cette question-là avait déjà été évoquée. Maintenant, pour revenir, pour sortir définitivement, ceux qui passent le temps à vouloir faire croire au peuple que il y a un second commando. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Il y a un commanditaire parce que Martin Savon et Ngongor viennent d'un même territoire et que les deux travaillent à la présidence de la République, c'est archi faux. Ça fait un délit. C'est archi faux. C'est archi faux. Et pour sortir définitivement, M. Jacques Jarret. On fait deux sorties définitives. Oui. Lors des prochaines sessions, c'est-à-dire la session du 13 et 14 juillet 2026, vraiment qu'on donne un peu d'humanisme à notre justice. Que ceux qui sont en charge des médias venimeux capitulent pour de bon. D'accord. Et qui commencent à faire des comptes rendus qui peuvent édifier le peuple. Le peuple camerounais ne fait pas comme ça. Merci pour le message. Ils ont compris. Il n'y a pas de commanditaire. D'accord. Il n'y a pas de commando. Il n'y a pas de commanditaire, il n'y a pas de commando. Et que, à l'heure actuelle, au stade de... Pourquoi tu dis qu'il n'y a pas de commanditaire? Puisque les questions posées aux experts l'ont démontré, c'est pas moi qui invente. D'accord. Une minute, Valeur. Mais le commanditaire, c'est important. On se calme. Si vous voulez passer un message, on se calme. Et l'attitude de ces responsables des médias venimeux ont déjà déstabilisé des familles. D'accord, vous l'avez déjà dit. Valeur, une minute, vraiment une minute. Je maintiens, vous savez, il s'agit de responsabilité. Quand on parle de crime de l'État, c'est une affaire de responsabilité. Moi, je ne sais pas pourquoi on va prolonger le débat dessus. D'accord. La responsabilité est claire, je crois que je vais juste évoquer de mémoire. Vous avez le 1382 du Code civil dans la responsabilité individuelle. Tout fait quelconque de l'homme qui cause autrui un dommage, oublie celui par la faute duquel est arrivé ce dommage, à le réparer. Mais dans les articles 284 du même Code civil, c'est la responsabilité administrative. Il faut faire attention, la responsabilité du fait des choses qu'on a sous sa garde, la responsabilité du préposé. C'est-à-dire que vous êtes un chef et votre collaborateur va commettre une gaffe. On sanctionne la structure, mais vous avez une action récursoire contre lui. Vous dites que je répare d'abord la faute que tu es allé poser au quartier, et maintenant toi tu me rétribues pour ce que j'ai dépensé. D'accord. Et l'État aujourd'hui, parce que la responsabilité de l'État depuis l'affaire Blanco, 1873, a été engagée, parce qu'avant on ne savait pas comment attrait l'État en justice. Et aujourd'hui, même la voiture de l'État, si elle a été utilisée, parce qu'il parlait des bureaux, il parlait de ceci. Si vous prenez la voiture d'État, vous allez chez vous au village, dans le Mongo, et puis un monsieur vient, il est au village avec la voiture d'État, il renverse un de vos proches. Non, la responsabilité est engagée, parce que c'est la voiture de l'État qui a coupé l'enfant. D'accord. Vous comprenez? Merci pour cette précision. Et l'État répare d'abord le dommage et ensuite s'en prend à celui à qui il a donné la voiture. Vous comprenez? D'accord. Donc quand je dis responsabilité de l'État, ça veut dire qu'interroger non seulement le personnel de l'État, j'ai donné des éléments pour savoir est-ce qu'il avait eu des instructions, mais il est clair que le DGR du temps dit j'avais coupé ce monsieur de ses fonctions, c'est-à-dire il n'était plus directeur des opérations. D'accord. Vous comprenez? Mais maintenant, n'empêche qu'il était toujours agent de l'État, à la DGRE. Maintenant, il faut savoir est-ce que le matériel de torture, parce que quand j'ai dit les éléments personnels ou individuels, la logistique, il y a aussi la logistique. Est-ce que les tasers, j'ai appris qu'il y avait un taser? Oui, tout à fait. C'est le taser de l'État. Ça dit ce qu'il faut électrifier quelqu'un là. C'est le taser de l'État. Dès qu'on peut l'utiliser sur quelqu'un, c'est fini.
Merci, Vous comprenez? Si on utilise l'arme que l'État vous a donnée, c'est un crime de l'État. Il faut faire attention. Maintenant, l'État va d'abord réparer ce dommage-là avant de dire à son agent, viens, tu as utilisé mon arme à moi qui était donnée, mon taser là. Voilà ce que ça m'a coûté pour réparer ce préjudice. Alors, tu me le rembourses. Action récursoire. Donc, je ne voudrais pas qu'on ait des doutes sur le crime de l'État. Mais le crime d'État est établi parce que ce que le professeur disait, ce n'est pas ça. Le crime de l'État, c'est sur les intérêts en jeu. Et Limbi l'a bien dit. C'est-à-dire que les dossiers que traitait Martinez étaient des dossiers qui engageaient non seulement les affaires politiques, mais les politiques du régime eux-mêmes. Parce que quand Limbi dit, on lui donnait un dossier à gauche, il a caricaturé l'affaire. Mais c'est pour dire qu'en fait, l'État était impliqué dans la gestion des politiques publiques. Et le monsieur qui a été assassiné, justement, lui, il gérait les affaires selon qu'elles étaient bien traitées selon son point de vue, ou alors peut-être du point de vue des gens qui défendaient, je n'en sais rien du tout, ou alors selon un autre point de vue. Donc c'est là le crime d'État. Parce qu'en fait, il y a des intérêts qui étaient au-dessus de Martinez Zogo, qui justement étaient engagés dans ce sens-là, et qui peuvent justifier qu'il soit assassiné. Maintenant, je ne veux pas savoir, c'est pas de notre travail ici de savoir si c'était les gens de la gauche qui donnaient les dossiers, ou ceux contre qui traitaient les dossiers. Le crime est là. L'État est concerné. Merci. Soulevez-moi la parole maintenant. On a vu un GPR transmettre un document à Martinez Zogo. Merci. Voilà. On va sortir de là. On va sortir de cette la minute de Soulé. L'affaire est toujours pendante, ça, on est d'accord là-dessus. Vous avez vu qu'on n'a pas examiné les questions de fond, mais on voit quel peut être l'impact de ce procès sur l'État et les personnalités qui incarnent les institutions de l'État. Vous avez laissé quelqu'un officialiser des soupçons d'accusation sur un tandem, un GPR savant. Faisons très attention. Et puis en même temps, il se sent, n'est-ce pas, dans la peau de celui qui dit de manière péremptoire qu'il n'y a jamais eu telle chose. C'est pas moi qui le dis, monsieur Soulé. Vraiment, c'est les auditions des témoins qui le disent. Hein. C'est pas moi. Hein. Si vous venez de temps en temps au tribunal, vous ne tiendrez pas ce langage. Alors on va sortir de là, vraiment. Permettez à Soulé jusqu'au bout. Vous avez votre minute. Voilà. Allez-y Soulé. Donc je ne dis pas que Polycarpe. Je me base sur les CR, qui sont d'ailleurs fiables. Et qui sont publics. Il faut juste replacer le peuple au centre de la vérité. Merci Polycarpe. Parce que maltraité par c'est bon. Laisse-nous dire ces choses. Et en journaliste, je ne laisse pas vous avez dit les militaires. Vous avez dit les militaires. Merci de nous. Merci Polycarpe. Merci. Merci à Soulé d'intervenir. C'est pas pourquoi vous vous agitez. Je ne suis pas agité, c'est parce que je suis juste un peu dépassé. Vous êtes fileux, agité. Non. Allez-y, répondre à la question. Polycarpe, débattez. D'accord. Et je vous attends au tribunal militaire, alors on pourra lire votre compte rendu. Vous êtes journaliste. Polycarpe, on peut permettre à Soulé maintenant de parler. On peut permettre à Soulé de parler maintenant. Et vous verrez donc si c'est facile de faire. Vous calmez maintenant, Polycarpe. Vous calmez maintenant. Allez-y, Soulé. Incroyable. Oui, c'est incroyable. Oui, c'est à vous que j'ai dit. Oui, vous me parlez de films. S'il vous plaît, on va avancer. Polycarpe, on va avancer. Vous avez déjà développé vos arguments. Permettez qu'il développe ses arguments. Non, ça va. C'est pas vous. Vous n'êtes pas jugé de comportement ici. Non, Polycarpe, s'il te plaît. Polycarpe, s'il te plaît. Merci, Soulé, de parler. Vous entendez comment il me parle? Je ne le connais pas assez, Olubilus. Je peux faire pire que vous, monsieur. On fera pas pire que vous. Polycarpe, vous savez que quand vous vous comportez comme ça, tout ce que vous avez dit peut être oublié et effacé. Non, vraiment, quand on a dit les choses pertinentes, on permet aux autres également de réagir. Sinon, vous allez faire comme un cassier, on ne va rien retenir finalement de vos interventions. Allons-y. S'il vous plaît, je préfère ne plus parler. Merci beaucoup. Moi, je comprends cette fois-ci. Professeur. Oui. Ne créons pas de confusion. Il ne peut pas y avoir de crime de l'État sans une base qui doit faire l'objet d'une preuve. Pour qu'il y ait crime de l'État, il faut qu'on ait la preuve que des ordres ont été donnés. Parce qu'on ne donne pas n'importe quel ordre, même dans la hiérarchie administrative. En droit pénal, il y a ce qu'on appelle la théorie de la baïonnette intelligente.
Ça veut dire que si on vous donne un ordre qui est manifestement illégal, vous ne devez pas y obéir. Pour qu'il y ait crime de l'État, il faut qu'il y ait la preuve que des ordres ont été donnés. Parce que ce sont ces ordres-là qui vont montrer que l'instrumentalisation qu'on fait des moyens de l'État est fondée sur un commandement préalable. Or là, ce n'est pas établi. Ce n'est pas parce que dans les mobiles qui tournent autour de cette affaire, il y a des dossiers qui concernent la gestion publique que ça établit qu'il y a crime de l'État. Non. Quand les gens font des abus, détournent les moyens de l'État, ce n'est pas l'État qui les a envoyés. Il faut montrer que c'est l'État qui les a envoyés. Si on ne montre pas que c'est l'État qui les a envoyés, il ne peut avoir ni crime de l'État, ni crime d'État. Il n'y a qu'un crime à travers l'État. Ça veut dire que l'État peut faire l'objet d'une instrumentalisation personnelle ou concessive. D'accord, merci. La thèse et l'antithèse développées. Les téléspectateurs vont faire, sont les juges d'appréciation. On va d'abord passer au prochain sujet. Et vous verrez que vous allez intervenir dans le prochain sujet qui concerne justement ce poste fauteuil de vice